Salut, bonjour à tous et bienvenue sur Chainsword, la chaîne du Wargame. Et du sel. Qu'est-ce qu'il y a, tu veux la bagarre? Je te prends moi ton histoire de poutre éternelle là? Non, c'est vrai. Range-moi ça. Oui, pardon. Mais you hein? Oui, surtout qu'il n'y a pas besoin de salière parce qu'aujourd'hui on va pas être très salé et surtout on va aller faire une grande exploration dans la mémoire de nos viewers et la nôtre aussi, hein, en évoquant le jeu Seigneur de guerre. Dans les terres de Moldave, où la rivière gronde, les seigneurs de guerre s'affrontent et tombent. Les grandes armées combattent le pouvoir maléfique à l'assaut de la tour antique. Les cavaliers sur des loups hurlants contre les chevaliers et le canon grondant. Après un combat acharné, c'est le plus fort qui va gagner. Seigneur de guerre de MB, on va se battre pour y jouer. Déjà, on peut constater que cette boîte est absolument gigantesque. Mais c'est énorme. Seigneur de guerre, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le dernier venu de la triplette magique de l'association MB Games Workshop. Hein. Donc, il y a eu d'abord en 89 le très fameux HeroQuest. Ah, un petit peu d'histoire donc. Oui, mais on fera une histoire plus complète quand on évoquera HeroQuest parce qu'on ne le fait pas dans l'ordre. Parce qu'on va le faire? Parce que oui, bien sûr. Putain, ça fait du boulot en plus. Tout à fait. Mais comme on ne suit jamais les règles, on ne va pas faire dans l'ordre. Donc, HeroQuest sort en 89, Space Crusade donc, sort en 90 et donc Seigneur de guerre sort en 92. Ça nous rajeunit pas? Non, pas vraiment. Donc, parce que c'était à 32 ans quand même, hein, voilà, tout va bien. Donc, ces trois jeux ont tous été conçus principalement par la même personne, hein, donc Stephen Baker. Stéphane Boulanger. Oui, c'est moins sexy dit comme ça. Qui est donc un ancien de chez Games Workshop, il était directeur de magasin. Donc il a été débauché par MB en 84-85 afin d'apporter un peu plus de variété et de créativité dans leurs jeux. Et ça a plutôt réussi, hein, parce que les trois jeux ont été quand même des succès commerciaux conséquents. Tout le monde les connaît. Voilà. Alors fin 80, début années 90, c'est une époque où MB va sortir beaucoup de gros jeux, c'est-à-dire des grosses boîtes avec beaucoup de matos, beaucoup de plastique. Hein. Donc on va avoir quoi? On va avoir ces trois-là, donc la trilogie Games Workshop, on va avoir l'île infernale avec son fameux décor en 3D, on va avoir les mystères de Pékin, on va avoir Hôtel avec des bâtiments gigantesques, enfin, etc. Tous ces jeux qui sont des jeux de société qui apportent beaucoup d'éléments scénarisés, visuels, qui sont censés être impressionnants sur la table. Alors, pour une raison particulière, c'est que début des années 80, il y a la fameuse crise du jeu vidéo qui fait que plus personne n'achète de consoles parce que les consoles sont chères et c'est de la merde, merci Atari. Et donc les gens se remettent aux jeux de société. À partir de 85-86, la NES arrive sur le marché et le marché du jeu vidéo reprend un gros coup de boost parce que là, c'est une bonne console accessible avec une ludothèque importante, donc les gens se remettent à acheter du jeu vidéo. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que à cette période-là, cette console est distribuée par Mattel. Mattel qui est un concurrent direct de MB. Donc il faut qu'ils reprennent la main, qu'ils redonnent de l'intérêt aux jeux de société. C'est pour ça, entre autres, qu'ils vont sortir des jeux qui sont visuellement très impressionnants. C'est ça, ils vont travailler sur le visuel. C'est ça. Et d'ailleurs, en parlant de très impressionnant, Seigneur de guerre, ça s'oppose là quand même comme boîte. Hein. Mais la boîte est déjà assez colorée, donc elle se voit dans les rayonnages. Oui, et puis il y a une très chouette illustration. Hein, voilà, donc, sortira un petit peu partout en Europe, hein, Seigneur de guerre en France, ça sera Battle Masters en Angleterre, ça sera Die Claymore Saga en Allemagne, ou Ritterstricht. À tes souhaits. Voilà, en hollandais, hein, ceux qui trouvaient que l'allemand était moche, c'est que vous avez jamais entendu de hollandais. Ce jeu va être le dernier de la série, et là, ils ont carrément pété un plomb parce que le matériel est très prolifique. Voilà. Donc, regardez ça. On va ouvrir la boîte. Hein. Alors, l'ambition de ce jeu, c'est d'être un jeu de bataille. Donc, ça va être la version... Mais attends, je me permets de te couper, mais il y a même des plans qui expliquent à l'intérieur comment on fait avec les crutes. Exactement. Ça implique qu'il va y avoir plein de crutes. Ah, il y a des illustrations partout autour. Hein. Voilà, on vous montre comment monter les unités, quels sont les autocollants à mettre dessus. On va voir ça tout à l'heure. Hein, voilà. Donc la boîte est quand même très fournie. Qu'est-ce que c'est? Ah, il y a même une nappe. Alors, c'est sponsorisé par les Camifs. Il y a un tapis de jeu qu'on va déplier. Hein, oui. Voilà, vous allez voir. C'est incroyable. Donc c'est quand même très très grand. Hein. Voilà. Ouais, voilà, on va le replier. Ça fait plus de 120 par 120, non ça? Je crois que ça fait 120 par 140. Ah ouais. Ouais. Donc c'est un genre de toile cirée, ce qui est l'avantage de pouvoir faire un tapis de jeu absolument très très grand, hein, 1m20 par 1m40 quand même, donc autant te dire qu'il y a très peu de tables qui acceptent ça. Sauf la table bancale de Mémé. Ouais, c'est bien, c'est que tu peux servir de nappe de cuisine aussi. C'est pas faux. Et le problème c'est que tu ne peux finalement jouer que par terre et que tu as intérêt à avoir une chambre pas trop petite. Ouais, mais t'en avais pour ton argent du coup, t'as un truc vachement grand. Oui, et puis quand tu as pour ton argent, bon voilà, en plus c'est littéralement bourrer à la tronche de figurines, hein, voilà.
Et il y a des couleurs différentes. Voilà. Exactement. Alors, tu as deux armées. Donc, tu as l'armée du bien, hein, l'armée des impériaux. Donc, c'est complètement une armée impériale de Warhammer Battle. Et ça, en noir, c'est les vilains. Ouais. Donc, chez les impériaux, tu as du hallebardier, de l'archer, de l'arbalétrier et pas mal de cavalerie. Voilà. Globalement, on est dans le standard de ce qui existe comme figurine chez Games Workshop pour Warhammer Battle. Voilà, c'est-à-dire que c'est essentiellement du monopose, mais à l'époque, les régiments étaient faits comme ça. Tu avais des figurines monopose et un état-major pour ajouter un peu de variété. D'où les socles régimentaires. C'est ça. Donc là, il n'y a pas de socle individuel, tu montes tes figurines sur des socles de cette taille-là. Ah. Donc 3 figurines pour un régiment de cavalerie, 5 figurines pour un régiment d'infanterie. En plus de ça, pour le chaos, tu vas avoir, enfin les méchants, tu vas avoir un ogre. Un boss. Et franchement, la figurine est vraiment pas dégueulasse. Ouais, elle se pose là. Hein. Ouais. Bon, on est clairement dans le... Ah oui, c'est clairement années 90. Voilà, mais, on y est, hein. Et pour les impériaux, tu as un grand canon. Voilà. Et non seulement tu as le canon, mais en plus tu as l'équipage du canon. Donc c'est pareil, hein, ça, si tu joues à Battle, tu peux l'utiliser. Et t'as même des Eldar, t'as vu, regarde. Ça, c'est les méchants. Alors, ce qu'il y a de cool, c'est que la boîte de base, à l'époque, c'est 400 francs. 400 francs de l'époque. Ouais. En prenant en compte l'inflation, on est à peu près sur 100 €. Très honnêtement, pour une centaine de figurines, un beau tapis de jeu... mais t'as un truc là-bas aussi, regarde. Eh oui, pardon, il y a une tour voilà, qui a son intérêt en jeu, donc en plus c'est plutôt pas mal fait, c'est plutôt sympa. Pareil, hein, ça sur un champ de bataille de Warhammer, tu le poses au milieu, c'est très bien. Hein. Donc clairement, à cette époque-là, Warhammer Battle existe déjà en France, en 92. Donc tu peux, si tu achètes cette boîte-là, t'amuser à Seigneur de Guerre et ensuite migrer sur Warhammer Battle avec une petite base d'armée. On est quand même en dessous de la taille quand même du grand canon. Oui, un petit peu, mais enfin, on est plus sur la taille d'un canon de nain. On n'est pas encore sur le 52 mm héroïque. Non. Hein. Petit problème pour l'armée du mal, hein, puisqu'on a vu qu'il y a une armée impériale, c'est que l'armée des méchants mélange de l'orque et gobelin et du chaos. Donc là, tu as peut-être beaucoup plus de figurines pour les méchants, parce que l'armée est plus populeuse, mais c'est plus difficile de se servir de ce qu'il y a dans la boîte de départ pour commencer à se faire un embryon d'armée si tu as envie de migrer sur autre chose. Ce qui est clairement le truc. Hein. Voilà. Donc le pitch, c'est le bien contre le mal. Hein. C'est ça. Là, on t'en parle pas, mais je suppose que tout ça, il faut l'assembler, les petits fanions, oui. Coller sur les boucliers les petits écussons. D'accord. Chaque fanion correspond à un régiment. Alors là, je le mets au pif. Hein, voilà. D'accord. Alors, c'est clairement fait exprès. Hein, c'est-à-dire que le tapis est tellement grand pour des gamins de 10 ans avec des bras très courts que si tu veux pouvoir bouger tes régiments faciles, le petit fanion, c'est pratique pour l'attraper. Et tout est traduit en français, là, j'ai les champions du chaos, de Gorfist le pillard, arbalétrier de Altdorf. Voilà, et on a un petit peu, effectivement, chaque régiment a son petit nom, parce qu'il existe un système de campagne que tu peux jouer, et ton régiment, s'il survit à la bataille, va gagner des points d'expérience. Les archers de Bogenhafen. Ouvrez le feu. Pour ceux qui ont joué à... Dans l'ombre du racornu, ou comment s'appelait l'autre déjà? Darkomen. Darkomen. Target received. Enemy sighted. Enemy sighted. Donc tu as quand même un beau matos dans les standards, une fois de plus, hein, de ce qui existe en figurine à l'époque. Bon, par contre, la mise en place, c'est long, hein, parce qu'il te faut assembler chaque plateau. T'as une vingtaine de régiments là-dedans, en fait. Je crois que tu en as 13 ou 14 pour le chaos et une dizaine pour les impériaux. Donc par contre, ils ont tous la même taille, hein? Les socles, ouais. Donc comment on fait pour... Donc qu'est-ce qui se passe en fait avec ces trucs on mesure les distances. Tu as dans le livret de règles, voilà, qui est ici, hein, qui est assez complet, qui t'explique donc comment on joue. Alors le jeu est très simple et comme je vous le disais, c'est un des défauts du jeu. Donc autant il a été célébré pour la qualité du matériel, autant les règles de jeu ont laissé les critiques un peu mitigées. Parce que, oui... Ah bah il y a tout dans la boîte. Attends, c'est génial. Ouais. Parce que les règles sont simples, voire simplistes. En fait, c'est assez simple. Le jeu se joue avec des cartes. Donc tu as là un paquet de cartes. Voilà. Ah, c'est un JCC en fait. Pour jouer, eh bien, tu mélanges tes cartes. Tu as un paquet unique et les cartes représentent donc des unités. Et en fait, chaque joueur tire au début de chaque tour une carte et bah, tu joues les unités qui sont sur la carte. Par exemple, si je tire ça, eh bien, je peux jouer les cavaliers, les archers et les guerriers du chaos. Voilà, tous. Pour les jouer, c'est très simple. On peut avancer d'une case, quelle que soit l'unité que tu joues. Donc la cavalerie ne bouge pas plus vite
que l'infanterie. Tiens. Oui, mais il y a un petit truc, c'est que la cavalerie a plus de cartes que l'infanterie. Donc tu la bougeras plus souvent. Voilà. D'accord. Et il existe des cartes spéciales. Par exemple, certaines cartes permettent aux cavaliers sur loup gobelins de bouger 2 fois. Je vois ça là. C'est ça. Et il y a des cartes qui permettent également d'activer toute ton armée, ou tu as des cartes spéciales pour la cavalerie qui permettent d'attaquer avec un dé de plus. Parce que tu bouges. Je vais être sûr de bien comprendre. Ça veut dire que chaque joueur pioche à tour de rôle une carte. Dans le même paquet. Et s'il pioche une carte du gars d'en face? Eh ben, dans ce cas-là, c'est le gars d'en face qui joue. Le piochage est commun pour les 2 joueurs. Ça a un défaut, c'est qu'il peut arriver avec ce système-là que une des 2 armées pioche 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes d'affilée de son armée, et il va jouer pendant que son adversaire le regarde les bras croisés en ne pouvant pas faire grand-chose. Précisons en plus que si vous piochez une carte, donc celle-ci par exemple, vous pouvez jouer les orques et les gobelins, mais que en cours de partie vous avez perdu tous vos orques et gobelins, cette carte ne sert juste à rien. Ce qui apporte un défaut supplémentaire qui est que... Moins tu as d'unités, moins tu peux jouer. C'est ça. Donc si tu commences à te prendre un cul, tu continues à te prendre un cul. Donc c'est très aléatoire. Le système de combat est très simple. Quand tu es au contact d'une unité adverse et que tu tires la carte qui te permet d'activer ton unité, tu lances un nombre de dés qui correspond au chiffre qui est sur le socle. Genre, par exemple, les gobelins peuvent lancer 2 dés. Donc ce sont des dés comme à HeroQuest avec rien sur une face, des crânes ou des boucliers. Chaque crâne fait une blessure. Le joueur défenseur lance aussi un nombre de dés qui correspond au chiffre, et chaque bouclier annule une blessure. Par exemple, si tu attaques avec, je sais pas, des chevaliers lourds de l'Empire, 5 dés d'attaque contre des gobelins, les chevaliers lanceront 5 dés, chaque crâne qu'ils font fera une blessure, les gobelins lanceront 2 dés, chaque bouclier en annulera une. Il réplique pas donc? Non, il ne réplique pas. Quand tu subis une blessure, tu mets à côté de ton unité un petit pion crâne, pour chaque blessure subie et non sauvegardée par un bouclier. Au bout de 3 crânes, l'unité est détruite. D'accord, donc soit elle existe ou elle n'existe plus. Il n'y a pas de blessé, il n'y a pas de statut. Et pour remporter la partie, il faut détruire entièrement l'armée adverse. Autant dire que les parties peuvent être inutilement longues. Ah si, quand même, j'ai oublié de le dire. Les tireurs peuvent tirer à distance. C'est énorme. What a fucking surprise. Par contre, ils ne peuvent pas bouger le tour où ils ont tiré, où ils vont tirer. Donc quand tu tires une carte, tu dois choisir entre je bouge et je vais te tirer dessus. Voilà. Disons que, en gros, schématiquement, l'armée impériale est plus restreinte en taille, plus élitiste, plus basée sur le tir. Là où l'armée du chaos, il y a plus de monde et on va chercher à te mettre des quiches au corps à corps. C'est du classique. Quand tu tires une carte, voilà. Ton unité, tu l'actives, tu bouges d'un hexagone pour voilà. Mais pour attaquer, donc c'est pareil. Ça veut dire tu peux attaquer que si sur un hexagone adjacent, c'est ça? C'est ça. Il faut que tu sois dans l'hexagone qui est adjacent d'une unité adverse. D'accord. Donc quand tu tires ton unité, tu l'amènes à côté de l'hexagone ennemi. Mais du coup, ça te dit pas que peut-être que lui après il va tirer une carte qui va lui faire agir son unité. Alors à partir du moment où tu arrives au contact, tu peux combattre. Donc si tu tires une carte qui te permet de bouger, tu fais ton hexagone. Si arrivé au contact de l'adversaire, tu lances tes dés pour attaquer. Ah, t'as pas besoin de retirer notre carte. Si tu es déjà au contact, tu peux bouger d'un hexagone pour faire le tour, par exemple, ou rester sur place et continuer à combattre. Face avant, face arrière, de côté? Absolument pas. Ah. Non, le jeu ne considère pas que les régiments ont un avant, des côtés ou un arrière. Donc tu bouges où tu veux, et le fait que tu attaques une unité adverse par l'arrière ne t'apporte aucun bonus. Oui, en fait, elles sont juste sur l'hexagone, peu importe l'orientation des C'est ça. Donc, le système de jeu est trop simpliste, un peu trop basé sur la chance, et le positionnement tactique des unités n'a pas vraiment d'intérêt en fait. Tu peux attaquer dans le dos, ça change rien. Voilà. Heureusement, comme c'est un système de jeu extrêmement simple, il est facile de l'améliorer. Sauf que là, on va un peu vite parce que on parlait tout à l'heure de mise en rayon de jeux qui étaient quand même relativement bien pourvus. Hein. La boîte est lourde. Oui. Pour l'époque même, il y a quand même matière. Et encore, il n'y a pas les grappes. Hein. Et encore, il n'y a pas les grappes. Donc pour l'époque, il y avait quand même matière. Donc à qui se destine ce genre de jeu qui finalement est simpliste? Alors clairement, aux 10-14 ans. Voilà. D'accord. Et effectivement, ils ont peut-être été un peu trop dans la simplification. C'est-à-dire Space Crusade a des règles beaucoup plus complexes, même si elles ne sont pas inaccessibles, loin de là, et qui sont donc plus engageantes et plus intéressantes sur la durée. Tu as plus de profondeur. Là, c'est plus ou moins... HeroQuest raconte une histoire. Voilà, exactement. Puis c'est un dungeon crawler, donc forcément... Voilà.
Là, on n'a pas de scénario, par exemple de... Si, alors tu as 3 ou 4 scénarios qui te font Ah oui, une campagne, la bataille des hein. frontières, par exemple. Voilà, bataille des frontières, bataille du fleuve Tengen, bataille de la route de Grunberg, bataille Donc des c'est plaines toujours la même map, on est et d'accord. bataille d'Eldorf. Alors, tu peux l'orienter différemment et surtout, tu peux modifier la map. Alors, sur la map, vous l'avez vu, on vous l'a montré, il y a une rivière qui n'est franchissable que à gué. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas traverser la rivière s'il n'y a pas un gué. Sinon, le reste du terrain, c'est juste visuel, ça n'a pas d'impact sur le jeu. Mais tu peux rajouter des tuiles, par exemple des marécages, qui sont intraversables, ou un autre gué, en plus de ceux qui existent déjà, pour rendre la rivière plus franchissable. Tu as également des tranchées qui apportent des bonus défensifs à l'unité qui se trouve derrière. Donc, encore une fois, quelle que soit l'orientation des tranchées. Hein. Alors non, là par contre, l'orientation de la tranchée, là où il y a des pics, tu as un bonus défensif, mais l'ennemi peut rentrer par l'arrière, et là, ça annule le bonus défensif de l'unité qui s'y trouve. Voilà. Ah, et je vois qu'il y a déjà, sur certains scénarios, les unités qui sont prépositionnées. C'est ça. Alors après, tu peux faire ce que tu veux, hein. Tu peux jouer une partie vanilla hors campagne, voilà. Tu as même, avec certains pions, voilà, ceux-là, par exemple, la possibilité d'avoir des déploiements cachés. Ce côté-là du pion, il n'y a rien. De l'autre côté, tu as le symbole de l'unité qui y correspond, ce qui te permet de faire un déploiement caché. On sait qu'il y a une unité, mais on ne sait pas laquelle c'est. Tu as également la possibilité de mettre des barricades qui sont infranchissables. Donc ça te permet d'interdire certaines zones de terrain, et voilà, etc. Et tu as la tour qui, une fois qu'une unité est dessus, alors tout le monde sauf la cavalerie, elle a un bonus défensif, et l'unité qui l'attaque a un malus. Donc prendre la tour, ça peut être important. Donc tu as quand même ces éléments qui te permettent d'apporter un petit peu de stratégie au terrain. Et ce qu'il y a de cool, c'est que quand Casus Belli, très fameux magazine français, est sorti et a fait un test de Seigneur de guerre, ils ont pointé la trop grande simplicité du jeu. Et Croc, hein, le très fameux Croc, qui a conçu des jeux d'ailleurs. Hein. Quel beau gosse. Voilà. Croc a apporté des petites suggestions pour améliorer le jeu. Considérer que les unités ont un avant, des côtés et un arrière. Qu'une unité peut aller vers l'avant, sur les côtés, mais pas en arrière. Ah, ça rajoute de la profondeur, ça. Exactement. Donc quand tu te déplaces, une fois que tu as fini ton déplacement, tu peux te réorienter. Ouais, mais est-ce que le fait d'en parler dans Casus Belli, c'est pas quelque chose qui permet de... En fait, on ne s'adresse pas au même public que ceux qui ont acheté la boîte. Clairement pas, mais celui qui a acheté le jeu pour, par exemple, son petit frère, hein, et qui donc lit la critique dans Casus Belli, peut apporter ces éléments de jeu supplémentaires qui sont accessibles. Hein. Ou celui qui l'a acheté il y a 2 ou 3 ans ou qui se l'est fait offrir à Noël peut le ressortir en lisant Casus Belli. Ça. Alors, le magazine est sorti le mois de la sortie du jeu. Donc, ah oui, d'accord. C'était rapide, enfin, le mois suivant. Je ne sais pas, c'est trop loin, je m'en souviens. Le temps d'en faire la critique. Donc, on prend en compte les orientations des régiments. Si tu attaques un régiment par l'avant, le régiment attaqué peut riposter. Si tu attaques par les côtés, il a des malus. Et si tu attaques par l'arrière, il peut juste pas se défendre et il a des malus. Donc, l'orientation commence à prendre une importance. Donc en fait, c'est que quelque part, il a beau être simpliste, il y a quand même des gens qui ont eu la nécessité de travailler un peu plus ce jeu, donc la base est correcte, quoi. Tout à fait, mais il est très facile à améliorer, en fait, dans la mesure où les règles de base sont ultra simples. En faisant 2-3 petits aménagements, considérer l'orientation des unités et ce système de cartes différents, rend le jeu tout de suite beaucoup plus intéressant. D'accord. Ils ont sorti 2 extensions. Donc une extension qui apporte des unités supplémentaires aux impériaux et une autre qui apporte des unités supplémentaires au chaos, et qui apporte également un système de valeur en points. Ça, c'est nouveau, ça. Ça, c'est plutôt intéressant. Ça permet de dire, bah tiens, on va pas jouer tout le monde, on va jouer tant de points, et tu pioches avec. Voilà. Sachant que les valeurs en points sont indexées sur la qualité de l'unité, bien sûr, donc le nombre de dés qu'il lance, parce que c'est la seule différence qu'il y a entre les unités, mais aussi sur le nombre de cartes d'activation qu'il y a. Voilà. Certaines unités ont plus de cartes que d'autres. Donc une unité qui n'est pas très forte mais qui a beaucoup de cartes, donc qui s'activera très souvent, aura une plus grosse valeur en points qu'une unité équivalente mais qui a peu de cartes. Oui, donc c'est très clairement pour pouvoir améliorer la durée de vie du jeu, puisque là, tel que je regarde là, les scénarios qu'on nous propose, donc c'est déjà c'est fixe, quoi, en fait, hein, d'accord ? Donc l'idée, ça serait plus quoi sur ce type de jeu? C'est renouveler le gameplay, c'est on fait une partie, mais une fois je joue les gentils, et la deuxième fois je joue les méchants. Et puis on détermine une valeur de points, parce qu'une partie complète, ça va être une bonne grosseur, sans compter la mise en place, parce qu'elle est longue la mise en place. Là, on peut décider de partir sur une petite escarmouche à peu de points pour cueillir des combats relativement, voilà. Voire plier la carte en 2 pour avoir une plus petite map, enfin tout est possible.
Le problème, c'est que ce qui est dommage, c'est que ces extensions apportent relativement peu de nouveautés. Déjà, aucune unité nouvelle, c'est les mêmes figurines, contrairement à Space Crusade, où tu avais des Eldar, etc. Toujours pour 2 joueurs. Toujours pour 2 joueurs. Alors, on peut jouer jusqu'à 4, ou même plus. Il suffit de dire, toi, tu joues telle unité, moi, je joue celle-là, etc. Voilà. Ouais. On peut toujours jouer en équipe. Mais par contre, les extensions n'apportent pas de nouvelles règles. Ce qui est dommage, c'est-à-dire que les joueurs doivent modder le jeu eux-mêmes, ou acheter des magazines qui ont apporté des règles supplémentaires. Bon, clairement, tous les gamins de 10 ans à l'époque ne pensaient pas forcément à ça. Mais surtout qu'à l'époque, on n'avait pas encore inventé le DLC, quoi. Déjà, on n'est pas encore inventé Internet non plus, donc ce n'est pas forcément très accessible de retrouver des règles, des extensions de règles, des améliorations. Ce qui fait que je pense que ce jeu, déjà par son ampleur et par sa trop grande simplicité, a dû être rapidement lassant, ou là où tu n'as pas ce problème à HeroQuest. Il a d'ailleurs moins bien marché que les autres. Oui. C'est le dernier, c'est le chant du cygne. Voilà. Donc là, ils ont peut-être un petit peu trop été sur la qualité du matériel et peut-être pas assez creusé, peut-être pas été assez ambitieux sur les règles. Mais on a quand même un beau matériel. Alors il y a quand même 2-3 petits trucs rigolos, notamment le fonctionnement du grand canon qui est soit complètement pété, soit épouvantablement Page 14, nous aléatoire. dit-on dans les règles. Alors c'est assez simple. Tu poses une tuile côté caché, donc celui-là sur l'unité que tu cibles, et ensuite tu poses toutes les autres tuiles côté caché du canon jusqu'à la cible, et ensuite tu les retournes une par une en partant du canon. Donc soit le boulet rebondit et il peut faire des dégâts à une unité qui se trouvait sur la trajectoire, y compris les tiennes, soit le boulet vole et il se contente de passer au-dessus de l'unité, mais il continue son chemin, soit le boulet fait kaboum. Et ce qui se trouve, la trajectoire s'arrête. Anéantit toute unité occupant la case, mais c'est énorme. Ça. Mais par contre, il s'arrête là, donc il n'ira pas forcément jusqu'au bout, sachant que si l'unité qui est ciblée se trouve directement adjacente au canon, elle est automatiquement détruite. Mais que si la première tuile que tu retournes après le canon, c'est un kaboum, il faut que tu retires une autre tuile, et si c'est encore un kaboum, ton canon, il est pété. Tu l'enlèves de la table. Donc il faut bien mélanger les tuiles d'abord. Oui, et puis bon, c'est le hasard. Pareil, l'ogre est un petit peu différent. Quand tu l'actives, tu as un paquet de 6 cartes que tu vas tirer les unes après les autres. Il y en a une qui lui permet de bouger, l'autre qui lui permet d'attaquer. Alors pareil, c'est un petit peu aléatoire, c'est-à-dire que si l'ennemi est à 2 cases et que tu tires les 3 cartes attaque en premier, bah tu pourras bouger pour arriver au contact, mais une fois arrivé, tu pourras rien faire. Par contre, si tu es déjà au contact, un ogre, ça pique. Parce qu'il peut attaquer 3 fois. Ouais. Une fois le jeu mis en place, c'est impressionnant visuellement. Voilà. Moi, je me mets à la place d'un gamin en 92 qui reçoit ça sous le sapin de Noël. Hop, bon, il passe le reste de la journée à dégrapper les figurines et à tout mettre en place. Ouais, ça l'occupe bien, quoi. Mais une fois que c'est en place, waouh, c'est énorme et tout. Bon, il appelle le voisin et tout, sauf qu'en 92, le voisin, il y a des chances qu'il ait eu une Super NES et qu'il lui dise tu viens jouer à la console ? Dur. C'est à peine une blague, ce que je vous ai dit. Mon voisin a eu ça à Noël. À Noël, j'ai eu la Super NES. Donc le mec m'a appelé, bon, il avait une Mega Drive, c'est moins bien. Hop, on réactive la guerre des consoles. Donc le mec m'appelle, j'arrive et tout, dans sa piole, là, il y avait le truc installé par terre. Mais qu'est-ce que ça, ce truc ? Voilà, donc on a fait une partie qui nous a occupé une bonne partie de l'après-midi, et puis quand on a eu fini, on a tout rangé, ce qui nous a occupé une bonne partie du début de la soirée, et puis quand on a eu fini, je lui dis hey, on va jouer à la console, et je me rappelle pas qu'on ait ressorti le jeu en fait. Très honnêtement, peut-être qu'il l'a sorti lui pour jouer avec son frangin, je sais pas, mais moi en tout cas, voilà, c'était une expérience cool. Donc c'est pas celui-là, ça c'est un autre. C'est pas celui de ton voisin. Non. Donc celui-là, je l'ai chopé sur le bon coin. Globalement, ça dépend de l'état. Celui-ci, je l'ai eu à un prix raisonnable. Ça dépend de l'état. Ça va osciller entre un petit peu moins de 100 balles et 150 euros. Complet ? Complet. Voilà. Celui-ci est complet. Je l'ai eu pour 90 balles, mais j'ai eu du bol. Voilà. Mais un complet en bon état, ça va chercher dans les 100, 150 euros, ça dépend. Voilà. Donc ça reste quand même relativement accessible. Oui, c'est pas un truc qui a pris une envolée folle. Non, parce que... Voilà, bon, pas de quoi faire un épisode de Pawn Stars, quoi. Non, après on peut trouver des trucs plus ou moins chers. Il faut, si ça vous branche de vous le payer, pourquoi pas, parce que ça reste quand même une jolie pièce dans une collection. C'est pas... Bon, laissez-vous le temps, il y en a qui sortent régulièrement, vous pouvez en trouver à des tarifs intéressants. Ce qui, dans l'absolu, est, en fait, on l'a dit en début de vidéo, c'est une grosse centaine d'euros, ce qui est le prix de la boîte à sa sortie, inflation prise en compte. C'est propre. Voilà, donc on est moins cher que du Space Crusade full extension.
de l'époque. Voilà. Alors évidemment, les extensions sont beaucoup plus rares parce qu'apparemment elles se sont mal vendues, donc on en trouve très très peu. Alors par contre, les extensions, les mecs se font plaisir sur les tarifs. Hein. Ceci dit, le jeu n'a pas besoin d'extension. Voilà, c'est pas indispensable. Oui, surtout ce que tu nous as dit par rapport à ce qu'elle propose. C'est ça. Il suffit de retrouver des vieux PDF de Cassius Belli et puis c'est barre. Voilà, autant Space Crusade, les extensions, c'est quand même un peu trop de la balle, et au prix où elles sont, tu m'étonnes. Là, ben, non seulement elles sont difficiles à trouver, mais en plus elles présentent pas un intérêt, sauf pour la collectionnite aiguë, quoi. Voilà. Le jeu en lui-même se suffit très bien tout seul. Voilà. Très bien. Bon, on joue, qu'est-ce qui se passe? Pas maintenant. Ah bon? Déjà parce que t'as froid, hein. Oui, et ensuite parce que, petit spoiler sur la vidéo qui va arriver donc la semaine prochaine ou la semaine d'après. Attention à ce que tu vas dire. Hein. Non, mais comme c'est un jeu pour enfants, eh ben on va jouer avec un enfant. Oui, pour voir si la nouvelle génération... Ça, c'est juste pour rajeunir notre audience. Je te soupçonne de... Non, c'est pour voir si la nouvelle génération qui a été biberonnée aux jeux vidéo et à Fortnite va trouver du plaisir à pousser du plastique sur une nappe en toile cirée. Parce que la nouvelle génération, il ne faut pas oublier qu'à elle aussi, il faut lui apprendre que la poutre est éternelle.